Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez fascinante. Comment on entrait dans le monde des affaires au tout début du XXe siècle? Qu'est-ce qui a changé par rapport à maintenant? Et qu'est-ce qui, peut-être contre toute attente, pourrait encore résonner? C'est une bonne question. Et pour nous guider, on a une source, disons, un peu particulière. C'est The Young Men Entering Business. C'est un livre d'Horizon Sweat Marden, publié en... 1907, d'accord. Oui. Mais attention, on n'a pas le livre complet, hein. Ce qu'on a, ce sont des infos bibliographiques, une table des matières partielle, et surtout une liste très très riche de mots et d'expressions, ceux qui reviennent souvent dans le texte. C'est Google Books qui fournit ça. Ah, intéressant comme approche. Donc, notre mission, si on veut, c'est d'analyser ces fragments, le titre, l'année, et puis ces mots récurrents, pour essayer de reconstituer les messages clés, la mentalité que Marden voulait sans doute transmettre aux jeunes hommes de l'époque, ceux qui démarraient leur carrière, quoi. Une espèce d'archéologie textuelle, en fait. Alors, on s'y met. Oui, allons-y, c'est passionnant comme démarche. Parce que 1907, bon, ça nous place tout de suite dans une période vraiment clé, n'est-ce pas? L'apogée de la révolution industrielle aux États-Unis, un moment de fort optimisme entrepreneurial, mais aussi de grands changements sociaux. Oui, c'est vrai. Et le titre lui-même, The Young Man, ça souligne une perspective très très ancrée dans son temps, centrée sur l'expérience masculine. Effectivement. Et il faut aussi rappeler qui était Marden, une figure importante du mouvement New Thought. C'est ce courant de pensée qui mettait l'accent sur le pouvoir de l'esprit, la pensée positive, l'auto-amélioration comme clé du succès. Très juste. Alors, justement, pour comprendre ces conseils, plongeons dans ces fameux mots fréquents. Il y a un premier groupe qui saute aux yeux, très tourné vers l'individu. On trouve character, le caractère, cheerful, donc optimiste, enjoué, confidence, self-confidence, la confiance en soi, et puis mental, mind, l'esprit, thought, la pensée, même naturalness, le naturel, et manner, la manière. Hmm. Sans oublier ce titre de chapitre très parlant, Capital within your own power, le capital en votre propre pouvoir. On dirait que l'essentiel n'est pas d'or. Absolument. C'est ça qui est frappant d'emblée, cette insistance sur les qualités intrinsèques, sur l'attitude. L'idée de base qui se dégage, c'est que le succès, il ne dépend pas seulement de facteurs externes, l'argent, le réseau, enfin, pas d'abord. D'accord. Il repose sur ce capital intérieur. Et ce capital, c'est la force mentale, mind, thought, la confiance en soi, confidence, self-confidence, et puis cette attitude positive, cheerful. C'est assez remarquable de voir à quel point le mindset, comme on dit aujourd'hui, était déjà central en 1907. Ça colle parfaitement avec le New Thought. Oui, cette idée que nos pensées façonnent notre réalité. Exactement. Et naturalness and manner, qu'est-ce qu'on peut en dire dans ce contexte? C'était des qualités sociales cruciales à l'époque. Très probablement, oui. Vu l'importance du caractère, naturalness, ça suggère l'authenticité, la sincérité, peut-être pour s'opposer à une attitude trop artificielle. Je vois. Et manner, ça renvoie sans doute aux bonnes manières, au savoir-être, à la façon de se tenir en société, dans les affaires, dans un monde professionnel qui était peut-être plus formel qu'aujourd'hui. C'était des marqueurs importants, sociaux et professionnels. D'accord. Il fallait être quelqu'un, mais aussi savoir comment se présenter. Donc, un premier pilier, le caractère, l'attitude. Mais Marden, il ne se arrête pas là, j'imagine. Il y a tout un autre groupe de mots-clés très présents qui nous poussent vers l'action. On a effort, énergie, l'énergie, work, le travail, develop, développer. Ah oui, Succeed, réussir, achievement, l'accomplissement, ambition, carry, mener à bien, réaliser. Et on note aussi ability, la capacité, talent, faculté, les aptitudes. L'énergie, ça semble être le deuxième moteur. oui, on passe clairement du être au faire là. L'accent est mis, sans aucune ambiguïté, sur le travail acharné, work, effort, sur l'investissement personnel en énergie, et surtout sur le développement continu de ses propres capacités, develop faculties. Le message sous-jacent, on a l'impression qu'il martèle que le succès, succeed, achievement, ce n'est pas un cadeau du ciel. C'est la conséquence directe d'un effort constant et d'une ambition claire. C'est vraiment une éthique de l'action.
de la persévérance. Et le fait qu'on trouve à la fois ability et talent, c'est intéressant, non? Est-ce qu'il faisait une différence entre le potentiel inné et ce qu'on acquiert par le travail? C'est une très bonne remarque. La présence des deux termes, ça suggère qu'il reconnaissait peut-être des prédispositions, talents, et que l'essentiel, c'était la capacité, ability, à développer ses talents et d'autres facultés, par l'effort. L'un n'allait pas sans l'autre, en quelque sorte. D'accord. Et puis, il y a cette expression que vous avez mentionnée, reserve power, pouvoir de réserve. Oui. Elle est particulièrement évocatrice, je trouve. Elle suggère qu'on a tous des ressources intérieures, insoupçonnées, une énergie latente qu'il faut mobiliser face aux défis. C'est une idée très dynamique qui renforce cette notion de potentiel à activer par la volonté. Un état d'esprit positif, une éthique de travail rigoureuse. Et tout ça dans quel but finalement? Les mots suivants sont assez clairs. Success, le succès bien sûr, mais aussi son contraire, fall, failure, échouer, l'échec. Oui, la dualité. Exactement. Et puis les marqueurs de la réussite, opportunities, les opportunités, chance, position, career, la carrière, salary, le salaire, et même dollars. Le livre semble vouloir tracer un chemin très concret. Oui, c'est très pragmatique, effectivement. On sent bien cette tension entre l'aspiration au succès matériel, professionnel, success, position, salary, dollars, et la conscience aiguë du risque d'échec, fail, failure. Le livre se présentait sûrement comme un guide pour naviguer là-dedans, pour maximiser ses chances. Et l'importance donnée aux opportunities et à la chance, c'est révélateur. Peut-être que Marden expliquait comment les repérer, voire comment les provoquer. C'est souvent une question clé dans ce type de littérature. Et pour illustrer ce succès possible, il utilise des figures emblématiques. On trouve Andrew Carnegie, le géant de l'acier. Le modèle classique. Voilà. Commodore Vanderbilt, le magnat des transports, Sir Thomas Lipton, le roi du thé, des self-made men typiques de l'époque. Mais, et c'est là que ça devient curieux, il cite aussi Stradivarius et Holbull. Holbull, c'était un célèbre violoniste norvégien. Ah oui, c'est moins attendu ça. C'est plus surprenant, non? Une façon d'élargir la notion de succès, peut-être? C'est une excellente observation. Carnegie, Vanderbilt, Lipton, ils incarnent le rêve américain en version industrielle, commerciale. Partir de rien, bâtir un empire. Ce sont des modèles d'ambition, de réussite matérielle. Oui. L'ajout de Stradivarius et d'Holbull, c'est fascinant. Ça introduit une autre dimension. Stradivarius, ça symbolise la quête de la perfection absolue. Le chef-d'œuvre, fruit d'un savoir-faire incroyable, d'une patience. La maîtrise. Exactement. Et Holbull, c'est la virtuosité, le talent cultivé à son maximum. Donc, ces exemples suggèrent que Marden mettait la barre très haut. Le succès en affaires, ça ne demanderait pas seulement de l'audace et du travail, mais aussi une forme d'excellence, de maîtrise, un dévouement presque, artistique ou artisanal. C'est ça. La qualité du travail et de la personne, avant tout. Une vision exigeante. Et pour que ces jeunes hommes sachent où appliquer tout ça, le livre utilise un vocabulaire professionnel assez spécifique de l'époque. On voit business, les affaires, employé, l'employeur, clerks, les employés de bureau, merchant, marchand, salesman, vendeur, jobbing houses, ça ce sont les maisons de commerce de gros, je crois. Oui, c'est ça, des grossistes, essentiellement. Voilà. Et puis advertising, la publicité, methods, les méthodes. On trouve même des lieux, Boston University, York City, New York, j'imagine. Tout à fait. Ces termes, ils nous dessinent un peu le terrain de jeu de l'époque. Un monde très tourné vers le commerce, merchants, salesmen, advertising, et hiérarchisé, employeur, employés, clerks. Oui. Les jobbing houses, ça confirme cette orientation. C'était des acteurs clés de la distribution à l'époque. Un maillon qui s'est beaucoup transformé depuis. Ça nous rappelle comme les structures commerciales ont évolué. Et la mention de Methods ou Boston University, ça suggère quoi? Methods, ça pointe vers un intérêt croissant pour l'organisation, l'efficacité, peut-être les débuts du management scientifique. Taylor n'est pas loin, cette époque. On cherchait déjà à rationaliser le travail. D'accord. Et Boston University, ça pourrait indiquer une reconnaissance naissante de la valeur de l'éducation formelle, même pour les carrières dans le commerce, qui étaient peut-être moins académiques avant. Et puis York City, bien sûr, ça ancre le discours au cœur du capitalisme américain. Tout ça dresse un portrait assez vivant du monde des affaires de ce début de XXe siècle, en pleine ébullition. Mais ce n'est pas un tableau idyllique non plus.
Marden semble aussi très conscient des pièges, des dangers. On trouve des mots comme misfit, celui qui n'est pas à sa place, slipshod, qui veut dire bâclé, négligé, Ah oui, les écueils. c'est ça, third rate, médiocre, lack, le manque, lose, perdre, ruin, la ruine. Et cette expression très imagée, dry rot, la pourriture sèche, ça sonne comme un avertissement assez sévère. Effectivement, ces termes, c'est le côté sombre, les dangers qui guettent le jeune homme ambitieux, le risque de ne pas trouver sa place, d'être un misfit, le danger du travail slipshod, mal fait, qui mène à la médiocrité, third rate. Oui, Et les conséquences possibles sont claires, le manque, la perte, et même la catastrophe, la ruine. C'est pas juste l'échec, c'est une forme de déchéance presque. l'image de dry rot, elle est particulièrement forte. Elle est saisissante, oui. La pourriture sèche, ça attaque le bois de l'intérieur sans qu'on le voie au début. Ça le vide de sa substance. Alors transposer à une personne, à une carrière, ça symbolise sans doute l'érosion lente, insidieuse, la perte de motivation, le relâchement. La stagnation, Voilà, la stagnation des compétences, la dégradation de ce fameux capital intérieur dont on parlait. C'est l'échec qui n'arrive pas d'un coup, mais qui est une lente désintégration. Ça met en lumière la pression constante à l'époque, pas seulement pour réussir, mais pour se maintenir à niveau, pour éviter cette décomposition interne. la peur de l'échec devait être un moteur puissant ou une source d'angoisse. Oui. Probablement les deux. Alors, si on rassemble un peu toutes ces pièces, qu'est-ce qui se dégage de cette exploration, même fragmentaire, de The Young Man Entering Business? Plusieurs lignes de force, on dirait. D'abord, l'importance absolument capitale de l'état d'esprit. Le caractère, la confiance en soi, ce capital intérieur comme fondation. Ensuite, oui, une valorisation énorme de l'action. L'effort, le travail sans relâche, l'énergie, l'ambition, c'est le carburant indispensable pour réussir. C'est ça. Troisièmement, une conscience très claire du jeu des opportunités et des risques, le succès comme but, mais l'échec et même cette pourriture sèche comme menace bien réelle. Et tout ça, bien sûr, ancré dans le contexte très particulier de l'Amérique entrepreneuriale du début du XXe siècle. Avec ses modèles, ses structures, ses lieux, une vision du monde assez cohérente, en fait. Tout à fait. Et ce qui est le plus intéressant, peut-être, c'est de voir ce que cette vision de 1907 a encore à nous dire aujourd'hui. Bien sûr, elle est datée par certains aspects, la focalisation uniquement sur les hommes, certains exemples, le formalisme qu'on devine. Oui, évidemment. Mais en même temps, plusieurs thèmes clés montrent une persistance assez étonnante dans les discours actuels sur la carrière et le succès. Ah oui, hein. Lesquels, par exemple? Eh bien, toute cette insistance sur le mindset, la pensée positive, l'attitude proactive, Mhm. l'idée qu'il faut savoir saisir les opportunités, la nécessité du développement personnel continu, de toujours apprendre, develop faculties, ces notions sont partout aujourd'hui, même si on utilise d'autres mots, agilité, résilience, apprenance. Ce socle-là, il semble traverser le temps. C'est vrai que cette idée que le succès dépend beaucoup de facteurs internes, l'attitude, la volonté, l'effort, elle reste très, très présente. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé fondamentalement par rapport aux conseils qu'on donnerait aujourd'hui? Ah là, les différences sont nombreuses et profondes. Déjà, la prise en compte, au moins en théorie, de la diversité, de l'inclusion. Bien sûr, L'idée d'équilibre vie pro-vie perso, qui était complètement absente chez Marden, on dirait. totalement. L'impact incroyable de la technologie, du numérique, sur les métiers, les carrières, ça change tout. L'importance qu'on donne maintenant au réseau, à la collaboration, à la communication, c'est peut-être moins centré sur l'individu seul, l'individu héroïque. Oui, c'est juste. Et puis, il y a de nouvelles préoccupations. L'impact social ou environnemental de son travail, la question de la santé mentale. Le paysage a radicalement changé quand même. Pourtant, cette base caractère plus effort égale opportunité, elle a l'air dure à déloger. C'est fascinant ce mélange de continuité et de rupture. Exactement. C'est ça qui rend cette petite archéologie textuelle si intéressante, je trouve. Ça nous rappelle d'où viennent certaines de nos idées sur le travail et la réussite. Et ça souligne en même temps l'évolution énorme de nos sociétés, de nos attentes. Une plongée vraiment éclairante dans l'esprit d'une époque, et tout ça grâce à une simple liste de mots fréquents. Ça montre la richesse qui peut se cacher même dans des fragments. Absolument. Et pour faire travailler notre propre capital intérieur, comme dirait Marden, peut-être une dernière piste de réflexion. Ah oui. Si Horizon Sweet Marden publiait son livre aujourd'hui,
mais adapté à notre époque. Disons, la jeune personne entrant dans le monde du travail moderne. Quels seraient les mots-clés les plus fréquents dans ce livre-là? On pourrait penser à agilité, réseau, IA, soft skills, compétences non techniques, marque personnelle. Quête de sens, peut-être? Quête de sens, santé mentale, collaboration, oui, tout ça. Et parmi ces conseils de 1907, le caractère, l'effort, l'ambition, saisir les opportunités, lesquels, à votre avis, il garderait? Peut-être en les reformulant. Bonne question. Et qu'est-ce que cet exercice de comparaison nous apprend sur notre propre définition actuelle du succès professionnel et sur les chemins qu'on juge, nous, légitimes ou efficaces pour y arriver? Voilà, matière à réflexion.